Oui, rebonsoir, excusez-moi, mais vraiment, je suis désolé, mais j'avais un problème parce que je voulais partager avec vous ma présentation pour vous faciliter un petit peu la compréhension, parce que quand même, le RGPD, c'est un petit peu un sujet technique, juridique, mais maintenant, parce que j'ai relié avec Zoom, mais vu que c'est la première fois que j'utilise le lien avec Zoom et Facebook, ça ne marche pas. Mais ça n'empêche pas, bien sûr, de suivre la formation. Et donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, on va parler du RGPD pour les personnes qui souhaitent se conformer de manière autonome. Donc, le programme de la formation portera sur la présentation du RGPD. Pourquoi aussi le RGPD? Les principes, les droits et les obligations qui sont issus de ce règlement européen. Les sanctions en cas de non-conformité au règlement général sur la protection de données personnelles. Et quatrième point, je mettrai en place pour vous donner plus d'informations sur un registre de traitement qui permet de prouver notre conformité. Et après, je laisserai une petite demi-heure pour répondre aux questions. Donc, avant de commencer, il me paraît très important de vous parler de l'histoire de la protection des données personnelles au niveau européen, mais au niveau de la France. Je vous rappelle que la France est l'un des premiers pays européens qui a commencé à travailler sur ce sujet avec la mise en place de la CNIL. C'est le gendarme de la protection des données personnelles, c'est la Compagnie nationale d'informatique et des libertés qui a été mise en place en 1978. Donc, c'était la loi informatique et liberté numéro un, comme on appelle dans la pratique. Puis, en 2004, il y avait la transposition de la directive européenne 95. Cette directive européenne, c'est le socle de la législation de l'Europe en matière de protection des données personnelles. Après l'établissement de cette directive en 95, en 2004, on a transposé, donc on a adopté la loi informatique et liberté de 1978 avec la directive. Par la suite, il y a la loi Le Maire de 2014. C'est là où la France a anticipé le règlement général sur la protection de données personnelles par la mise en place, par exemple, du principe de portabilité, mais qui concernait à l'époque seulement les opérateurs de téléphonie. On avait la possibilité, bien sûr, de partir d'un opérateur à un autre sans avoir de problème. Puis après 2014, en 2018, il y a l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données personnelles. Je rappelle, c'est un règlement, donc c'est d'une application immédiate et de manière identique pour l'ensemble de l'Union européenne. Ça, c'est la partie qui concerne la France, mais aussi en juin 2018, on a révisé la loi informatique et liberté pour bien sûr l'adapter au RGPD, parce que le RGPD, il est rentré en application en mai 2018, mais il a été adopté depuis 2016. Après, il y a la CNIL, donc le gendarme de la protection de données personnelles, qui avait laissé une année de tolérance pour l'ensemble des organismes. Lorsque je dis des organismes, donc je veux dire que ce soit le secteur marchand avec les entreprises ou le secteur non marchand, les associations, ou que ce soit aussi les services publics. Toutes les personnes qui traitent des données personnelles, qui collectent des données personnelles. 2018, on a mis en place ce règlement qui s'applique à l'ensemble des pays européens et on a demandé aux organismes, bien sûr, de se conformer et de se mettre en conformité. Pourquoi le RGPD? Donc le RGPD, pourquoi on a mis en place le RGPD? Seulement parce que tout l'arsenal juridique existant, que ce soit
la directive européenne ou que ce soit la loi informatique et liberté ne permettaient pas vraiment de protéger les données personnelles, étant donné aussi l'évolution de toute la partie informatique, de toute la partie intelligence artificielle. Donc, on est arrivé à un stade où on traite des données personnelles avec un volume très important. Donc, ces directives ou les lois qui existent ne suffisaient plus pour couvrir que ce soit le citoyen ou l'organisme. Le cadre juridique qui n'était pas homogène, pourquoi il n'était pas homogène? On avait une directive qui a été mise en place en 95, comme j'ai rappelé, c'est une directive qui était pas d'application identique à l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc, chacun il avait adapté ses lois à ces directives, mais l'utilisation de la directive ou l'application il était différente. Donc, on voulait harmoniser tout ça et mettre en place un règlement qui a permis d'appliquer le règlement de manière identique à l'ensemble des pays européens. La multiplicité des données, comme je l'avais abordé, donc on a de plus en plus de données et surtout sur cette partie, je rappelle les GAFA, que ce soit Google et Facebook, Instagram. Donc, à la base aussi, ce règlement, il vient pour contrer ces géants de net qui traitent maintenant de manière automatisée énormément de données personnelles. L'absence des responsabilités. Donc, pourquoi l'absence de responsabilité? Parce que avant l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection de données personnelles, il fallait demander une autorisation à la CNIL, à la CNIL, aux gendarmes des données personnelles, pour que l'organisme puisse traiter des données personnelles. Aujourd'hui, on n'a pas l'obligation de demander l'autorisation, mais certes, si on a un contrôle après, il faut prouver notre conformité. Donc, comment ça se présente ce règlement? Donc, le règlement, c'est 99 articles, 173 considérants qui viennent détailler les articles ou apporter des informations supplémentaires, mais sans oublier qu'il y a aussi sur ce domaine la partie jurisprudence de la CNIL. Donc, il a apporté des nouveaux principes, des obligations et des droits. Donc, l'objectif du RGPD, principalement, c'est sécuriser les données, renforcer les droits des citoyens. Aujourd'hui, on ne pourra pas traiter de données de personnes sans autorisation. Cette autorisation qui peut être composée de plusieurs points, chose que je vais traiter dans les diapos qui suivent. Responsabiliser les acteurs parce que maintenant, il faut qu'on se conforme, il faut mettre en place un ensemble des outils pour répondre à l'obligation légale et crédibiliser la régulation des données au niveau de l'échelon européen. Donc, mettre plus de flexibilité, faciliter l'accès des données personnelles, mais aussi l'échange des données personnelles entre les pays de l'Union européenne. Donc, passons un petit peu pour expliquer qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel. Donc, l'article 4, il l'a défini comme toute information qui permet d'identifier ou d'identifier une personne physique. Là, on parle toujours d'une personne physique directement, indirectement, notamment par référence à un numéro de téléphone, le nom, le prénom, le sexe, l'image, la vidéo, ainsi de suite. Ces données personnelles qu'on peut répartir en plusieurs catégories. Donc, c'est les données qui concernent la vie personnelle ou la vie professionnelle, par exemple un numéro de carte bancaire, la localisation, la partie courriel, les messages et aussi des données sensibles. Les données sensibles, par exemple des données de personnes malades, des données économiques ou encore des données numériques. Au sein des données personnelles, on a deux types de données. On a des données classiques et on a des données sensibles, même si ce mot, ça n'existe pas dans le RGPD. Donc, ça existe dans les considérants, mais on parle dans le RGPD de données particulières. Les données classiques, c'est des données qui sont moins risquées que les données sensibles. Dites classiques, donc celles qui ne représentent pas par nature un caractère particulièrement sensible. Nom, prénom, date de naissance, adresse IP, adresse de géolocalisation, situation matrimoniale, numéro de carte bancaire, ainsi de suite.
Qu'est-ce qu'un donné à caractère personnel sensible? Ce sont des données particulières. Ces données sont sensibles et sont bien déterminées par le règlement. C'est celle qui ne peut être recueillie et exploitée qu'avec la réalisation des conditions de l'article 9. Cet article 9, il vient de dire que si on n'a pas un consentement, ou si, dans le cadre, par exemple, de l'intérêt de la personne, on ne peut pas traiter ces données. Ces données sont très particulières. Donc, et ça demande aussi plus de sécurité. Exemple des données personnelles sensibles, par exemple l'origine raciale et ethnique, l'origine politique, la conviction religieuse ou philosophique, l'appartenance syndicale qu'on pourra trouver, par exemple, dans une entreprise, ou les données de santé, les données biométriques, les informations relatives aux infractions ou encore les condamnations et les sûretés. Qu'est-ce qu'un traitement? Parce que le règlement général sur la protection des données personnelles, il ne dit que tous les organismes concernés par le RGPD sont les organismes qui traitent des données personnelles. Donc, un traitement, c'est quoi? Les données personnelles, j'avais déjà abordé, c'est quoi des données personnelles, c'est quoi des données personnelles classiques et des données personnelles sensibles. Maintenant, c'est quoi le traitement? Parce qu'on vient traiter des données. Le traitement, c'est toutes les opérations ou un ensemble d'opérations effectuées en non à l'aide de procédés automatisés. Donc, même des données personnelles dans un fichier, dans un placard, sont concernées et appliquées à des données ou à un ensemble de données à caractère personnel. Ça, c'est l'article 4 du RGPD. Exemple de traitement, par exemple, collecte de flotte de véhicules. On collecte des informations sur la géolocalisation des véhicules, par exemple, dans le domaine du transport. Par exemple, la diffusion dans l'organigramme de l'entreprise de la photo du collaborateur. Donc là, on traite des données. L'utilisation et l'archivage. Par exemple, on archive des données personnelles sur un cloud. C'est des données personnelles. Stockage adresse professionnelle. Utilisation et archivage. Aussi, par exemple, on utilise les réseaux sociaux. Par exemple, si j'ai une page Facebook, mais je suis un organisme, je suis concerné. Et par exemple, l'enregistrement pour les caméras ou pour les caméras, voilà, dans des entreprises visio, on surveille pour la sécurité de la société. Donc, c'est aussi un traitement. Qu'est-ce qu'une finalité du traitement? Parce que le RGPD, il ne dit que les organismes sont concernés s'ils traitent des données personnelles, mais pourquoi on traite des données personnelles? L'objectif ou le but poursuivi, c'est ça la finalité du traitement. Parce que dans le registre de traitement que vous allez venir mettre en place pour prouver votre conformité, il faut mettre en place la finalité. Pourquoi je traite ces données personnelles? Donc la finalité, c'est vraiment le but poursuivi par le fichier créé. À quoi va-t-il servir? Par exemple, je collecte des informations pour localiser les véhicules de ma société. Donc, la finalité, c'est la localisation de véhicules en temps réel. Par exemple, je diffuse sur l'organigramme de l'organisme la photo de ma salariée, donc c'est de la communication externe. Pour communiquer à l'externe, je mets les photos de mes salariés sur l'organigramme. Pour la partie utilisation et archivage, ce type de traitement, par exemple, pour réaliser une mission à mon client, j'utilise ces données personnelles. Par exemple, le stockage de l'adresse professionnelle, c'est pour des échanges d'informations informatisés, par exemple, entre moi et le destinataire. Ou l'enregistrement, c'est pour la sécurité des biens et des individus. Donc la finalité, il faut bien la déterminer parce que le RGPD, il est très strict sur ce point-là. Il faut avoir un but bien précis et bien clair pourquoi on récupère des données personnelles. Donc, important que cette finalité doit être précise, claire. Donc, il ne faut pas mettre en place des finalités inexistantes ou très vagues. Par exemple, je vais mettre collecter des informations pour sauvegarde. Ça ne veut rien dire. Ou collecter des informations pour conservation. Ça ne veut rien dire. Donc, on dit collecte des informations, par exemple, dans le cadre de la localisation de véhicules de la société en temps réel.
Si on se pose la question qui sont les services concernés dans une entreprise ou dans une association, parce que je parle d'organismes et ça peut être une mairie, ça peut être un hôpital, donc c'est presque tous les services sont concernés. Seulement, chaque service, il traite d'un volume différent de l'autre. On trouve par exemple énormément de données personnelles dans le service marketing, communication, parce qu'on fait de la prospection commerciale, donc on s'adresse à énormément de particuliers, mais tous les services sont concernés, que ce soit le service comptabilité, fiscalité, avec les dossiers de travail, les procédures internes, les déclarations fiscales, le service informatique aussi, avec la gestion des droits d'accès, les sauvegardes des données, l'archivage des dossiers, le service marketing et la communication, le site Internet avec les cookies, c'est des données personnelles, les envois des newsletters ou l'organisation d'autres événements. Le juridique, toute la partie clause contractuelle, les formalités juridiques, les procès-verbaux d'assemblée, toujours il y a le dirigeant avec son nom, avec son prénom et son adresse. Social, la partie par exemple le service social avec la partie recrutement et aussi c'est l'un des services où on trouve un nombre de données personnelles qui est très important. Le recrutement, la gestion des salariés, la gestion des déclarations sociales, la gestion de toute la partie formation et aussi si des cabinets de commissariat au compte avec leur rédaction au niveau des rapports, le service de gestion avec les études prévisionnelles ou les études patrimoniales ou aussi les études de départ à la retraite. Donc, les services sont tous concernés de près ou de loin par les données personnelles. Donc, qui est concerné par le RGPD? Là, on a deux notions. Il y a une nouvelle notion qui vient avec ce nouveau règlement. Et il y a une notion qui existait depuis la loi informatique et liberté. La notion d'établissement. Tous les organismes qui sont établis sur l'Union européenne et qui traitent des données personnelles sont concernés par le traitement. Que le traitement ait lieu ou non dans l'Union européenne, donc tant qu'on a l'établissement, il est établi en France, on est concerné. Donc, par exemple, une société qui externalise la fonction paye, par exemple, la comptabilité hors de l'Union européenne. L'établissement, il est bien établi en France, mais la prestation est effectuée à l'extérieur. Donc, il est concerné. Ou, par exemple, une entité française ou un géant de net français qui propose un service de cloud à l'étranger. Donc, l'établissement, il est situé au niveau de l'Union européenne et la prestation, il est effectuée à l'étranger. La nouvelle notion qui vient avec le RGPD, c'est la notion de ciblage. Donc, c'est tous les organismes qui effectuent des traitements visant à fournir des biens ou des services, même gratuits, à des Européens, ou à visant à suivre leur comportement au sein de l'Union, même si le critère d'établissement n'est pas rempli. Je m'explique. Par exemple, tout simplement que tant qu'on traite des données, données personnelles d'Européens, par exemple des hôtels à l'étranger, ils reçoivent des personnes physiques pour des vacances, donc on récupère le nom et le prénom. Donc, tant qu'on touche à des données personnelles d'Européens, on est concerné, même si l'établissement n'est pas établi en France. Je vous donne des exemples. Amazon, Alibaba, et Instagram, Twitter, l'établissement, il n'est pas établi au niveau de l'Union européenne, mais la prestation, elle est faite avec des Européens. Ou aussi comme la partie opération chirurgicale hors de l'Union européenne. Donc, on va aller se refaire le nez. Bah, je rigole pour un petit peu mettre un petit peu de punch dans la formation, mais voilà, on traite des données d'Européens et la prestation, même s'il est effectué à l'extérieur. Donc, cette notion d'établissement a été précisée par le considérant 22 du RGPD. Donc, l'établissement pour avoir cet établissement comme établi en France, il suppose qu'il exerce effectivement et réellement une activité au moyen d'un dispositif stable. Donc, c'est les principaux organismes traitant des données personnelles, mais c'est vraiment les organismes qui traitent des données personnelles avec un niveau très important. Sinon, toutes les entreprises, les associations, tant qu'on touche même à un nom, à un prénom et une adresse et qu'on traite de manière récurrente, on est dans le RGPD. Donc, principale activité concernée, excusez-moi, j'avais l'impression que
Toujours, il y avait la présentation pour les activités, mais je vais vous dire quelques activités, bien sûr, quelques activités, on trouve un nombre important, par exemple les assurances, les logements sociaux, les géants du net, l'IMIRE, les associations, les banques. Après, il y a aussi les principales activités concernées par ce règlement. Ça ne veut pas dire que si vous n'y êtes pas dans ces activités, que vous n'êtes pas concerné. Comme je le reprécise, tant qu'on touche à des données personnelles, on est concerné. Donc, il y a les prestataires informatiques, les régies publicitaires, les sites marchands de profilage, les sites de marketing et de communication, toute la partie administration de biens. On n'oublie pas les agences immobilières sont très concernées, les opérateurs de téléphonie, la partie recrutement, les agences de recrutement, les agences d'intérim, l'hôtellerie, la restauration, les agences de voyage, les clubs de remise en forme aussi, on récupère énormément de données, les centres de vacances, les crèches aussi, les artisans aussi. Il ne faut pas oublier que même un artisan qui fait de la sous-traitance pour un donneur d'ordre, il est concerné, même si avec une petite activité, parce qu'il va récupérer énormément de données. Et aussi dans la partie automobile, la vente et la réparation. Aussi, concernant les données sensibles, on va se retrouver avec des organismes qui traitent spécifiquement de manière importante les données personnelles sensibles. Par exemple, toute la partie matérielle médicale, les maisons de retraite, les centres de personnes handicapées, les lieux de soins, les cabinets médicaux et paramédicaux, les services hospitaliers, les opticiens, les laboratoires d'analyse, les cabinets dentaires, les pharmacies, les églises, les tribunaux et ainsi de suite. Ça sera la dernière diapo de la première partie. Après, je vais vous ouvrir un petit peu la possibilité pour poser des questions sur la première partie. Comme ça laissera aussi une flexibilité dans le cheminement par la suite. Donc, il y a un principe qui ressort du RGPD. Un principe qui est très important et vraiment c'est le socle du RGPD, c'est le reversement de la charge de la preuve. Ça veut dire quoi? Avant le 25 mai 2018, la CNIL devait prouver la non-conformité de l'organisme parce que il fallait demander l'autorisation pour traiter de données personnelles. Donc, si on avait un contrôle, la CNIL va devoir prouver la non-conformité. Aujourd'hui, après le 25 mai, c'est l'organisme qui doit prouver sa conformité. Donc, le socle de ce règlement est de responsabiliser les organismes. Donc, je vous laisse le point pour vous poser si vous avez des questions sur la première partie. Ça veut dire que vous avez bien suivi la formation, vous avez tout compris, super. J'attendrai une minute, sinon j'attaquerai le deuxième point et vraiment je suis désolé pour le diaporama. Par contre, après, s'il y a des personnes qui sont intéressées, je peux leur envoyer une copie par la suite. Super, merci Julie. Je suis content de te revoir. C'est une ancienne collègue. Donc, je vois aussi des gens de ma famille, Rachid. Merci d'être là. Badar aussi. Et Isabelle aussi, merci. Je vois que Isabelle pose une question, un petit artisan doit se conformer au RGPD. Tout à fait, Isabelle. Même un petit artisan qui travaille en sous-traitance avec une société doit se conformer au RGPD. Bien sûr, s'il récupère des données personnelles et qui traite de manière récurrente, pas de manière ponctuelle. Après, si on a peu de données, vraiment qu'on touche aux données personnelles et on a un niveau qui est très faible,
Ça peut encore se discuter, mais à mon avis, professionnellement, par rapport à mon accompagnement à l'ensemble des clients que j'accompagne à aujourd'hui, vraiment, si on touche aux données personnelles, il faut se mettre en conformité. Après, la tâche pour se mettre en conformité, ça ne va pas être la même pour une société qui traite énormément de données personnelles. Je vois que, Rachid, est-ce que les pays d'Afrique sont aussi concernés? Tout à fait, les pays d'Afrique, dommage parce qu'il n'y a pas la... C'est pourquoi je voulais mettre la présentation, ça facilitera aussi les choses. C'est là, on parle, c'est le nouveau concept du RGPD. Donc, même les pays africains, oui, ils sont concernés. Par exemple, les centres d'appel, les chaînes hôtelières, parce qu'ils traitent des données personnelles d'Européens. Par exemple, un Belge qui va aller passer ses vacances à Marrakech, il donne son nom, son prénom. Donc oui, et ils sont concernés. Ça, c'est le nouveau concept. Même si la société n'est pas établie, par exemple, au Maroc, mais il touche à des données d'Européens, ils sont concernés. Rachid, un petit point très important, ça va arriver par la suite. Il y a eu dernièrement une sanction presque de 500 000 euros concernant une multinationale qui prospectait au niveau d'un centre d'appel, qui prospectait à l'intermédiaire via un centre d'appel sur Marrakech. J'expliquerai la situation par la suite. Je vois aussi quelqu'un de ma famille, Belkacem, merci, je suis très content de te revoir. Donc, étant donné que je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je passerai à la deuxième partie. Donc, cette deuxième partie, ça va porter principalement sur les principes de ce règlement, les obligations et les droits aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour se mettre en conformité? Euh, Donc, le RGPD, lorsqu'on parle du RGPD, on parle de quatre principes. Donc, le principe de licité, le principe de conservation limitée des données, le principe de minimisation de données, les principes d'exactitude des données. Je m'explique. Le principe de licité, donc tout traitement de données personnelles. Donc, si on collecte des données personnelles, il nous faut un fondement juridique autorisant ce traitement. Donc, je vais expliquer là sur la prochaine diapo les types de fondements juridiques autorisés par le RGPD parce qu'ils sont principalement au nombre de 6. Donc, principalement, il nous faut un cadre juridique qui nous autorise à traiter des données de personnes physiques. Le principe de conservation limitée des données, c'est le fait qu'il ne faut pas garder les données à vie. Les données doivent être conservées de manière définie. D'accord? Le principe de minimisation des données. Donc, ça veut dire que les données doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités déterminées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut récupérer vraiment les données personnelles dont on a besoin pour réaliser la finalité. Donc, il ne faut pas récupérer énormément de données, vraiment récupérer les données qu'on va utiliser dans le cadre du traitement des données personnelles, par exemple dans le cadre de la collecte des informations. Donc vraiment, il faut faire attention sur ce principe-là, parce que ce principe avait donné plusieurs sanctions. Et le dernier principe, c'est le principe d'exactitude des données. Donc les données doivent être exactes et à jour. Donc il faut presque voir chaque année, faire le tour sur les données personnelles qu'on a entre les mains et voir s'ils sont exacts toujours et qu'ils sont à jour par rapport aux informations qu'on a. Donc là, je pars au principe de l'écité. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le principe de l'écité, que pour effectuer un traitement, il faut une base juridique autorisant ce traitement. Ils sont au nombre de 6. Le premier, c'est le consentement. Donc, le consentement que mon salarié il a accepté tout simplement que je diffuse sa photo sur l'organigramme de la société. Ou encore un autre exemple, le consentement de mon client que je lui envoie
de l'information mensuelle, par exemple. Ça, c'est le premier, c'est le consentement. Le deuxième, le deuxième cas, c'est l'exécution d'un contrat. Ça veut dire que dans le cadre, par exemple, d'un contrat de travail avec mon salarié, je récupère son nom, son prénom, son numéro de sécurité sociale, sa situation matrimoniale, ainsi de suite. Ou, par exemple, dans le cadre d'une lettre de mission, qui organise, par exemple, les prestations, moi, que je présente à mes clients pour le RGPD, on met en place une lettre de mission qui organise l'ensemble des échanges entre moi, comment ça va s'organiser la mission. Donc, il y a la raison pourquoi je récupère ces informations. Ça, c'est le deuxième qui est l'exécution d'un contrat. Le troisième, c'est le respect d'une obligation légale. Tout simplement, mon client, il a l'obligation, par exemple, légale, de mettre en place un bilan comptable à la fin de l'année. Donc, pour réaliser le bilan comptable de mon client, j'ai besoin, par exemple, de récupérer des informations. Ou par exemple, un autre exemple qui me vient à l'esprit, par exemple, moi, j'ai un client où il est dans l'obligation de récupérer les numéros d'immatriculation, mais c'est une obligation légale. Dans le cadre, c'est une casse de véhicule. Et donc, le cadre de cette véhicule, pour détruire un véhicule, il doit récupérer le numéro d'immatriculation, la carte grise et un nombre important d'éléments. Donc, c'est dans le cadre du respect de cette obligation, je récupère ces éléments. Troisième point, c'est la sauvegarde des intérêts vitaux. Par exemple, tout simplement, ça, c'est par exemple une intervention médicale d'urgence ou par exemple un accident. Quelqu'un qui a eu un accident, je ne vais pas attendre qu'il se réveille pour le soigner parce que j'ai besoin de ces données de santé. Donc, je vais aller accéder à ces données de santé sans lui demander le consentement. C'est dans le cadre pour la sauvegarde de ses intérêts. Ou encore l'intérêt public. Ça, c'est le quatrième, c'est l'intérêt public ou l'exercice de l'autorité publique. Par exemple, dans le cadre de la collecte des données pénales ou des enquêtes judiciaires, on n'a pas besoin d'aller demander l'autorisation pour récupérer ou traiter des données personnelles. Je fais le point que lorsque je reste sur le mot traiter, parce que c'est le traitement des données personnelles qui est inclus dans le RGPD, et le traitement, c'est l'ensemble des manœuvres qu'on peut mettre en place sur des données personnelles, comme j'ai dit tout à l'heure, l'enregistrement, la modification. Donc, et le dernier, c'est l'intérêt légitime. Celui-là, il est très peu d'applications parce que les cas sont bien précisés par la CNIL. C'est l'intérêt légitime. Dans l'intérêt légitime de ma société, je récupère des données personnelles. Par exemple, je donnerai quelques exemples. Par exemple, toute la partie pour prévenir la fraude et le blanchiment. Dans un cadre d'une mission, pour prévenir la fraude, je récupère ces données. Ou encore la prospection commerciale. C'est pour l'intérêt légitime de moi, responsable de la société, pour prospecter auprès de ma clientèle, je récupère ces données. Toutefois, il y a concernant le sixième fondement juridique qui est l'intérêt légitime, les cas sont bien précisés par la Commission nationale, la CNIL, d'informatique et liberté. S'ils ne sont pas inclus dans la liste de la CNIL, il faut justifier trois conditions pour avoir le caractère légitime. Le premier, que l'intérêt est manifestement licite au regard du droit, qu'il est déterminé de façon suffisamment claire, donc c'est pour la prospection commerciale ou pour prévenir la fraude, et où il est réel et présent pour l'organisme concerné et non fictif. Je ne récupère pas des informations dans mon intérêt que je vais pas utiliser par la suite. Donc, je me récapitule, il y a six principes, six fondements juridiques: consentement, exécution d'un contrat, respect d'une obligation légale, sauvegarde des intérêts vitaux, l'intérêt public ou l'exercice de l'autorité publique, l'intérêt légitime. Je passe au deuxième principe. C'est le principe de minimisation des données. Grosso modo, il ne faut pas collecter plus que l'on a besoin pour aboutir à la finalité du traitement. Tout simplement, je vais embaucher un salarié.
Je ne vais pas lui demander sa situation financière, ça ne sert à rien. Pourquoi sa situation financière? J'aurais besoin de savoir des informations concernant, par exemple, concernant ses diplômes, son expérience professionnelle, mais pas sa situation financière. Ou recueillir des informations sensibles et interdites. Ça, il faut faire attention. Des informations sensibles, appartenance syndicale, religieuse, orientation sexuelle, c'est interdit, sauf exception. Comme je dis, s'il y a le consentement. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur l'article 9 du RGPD pour avoir. Par exemple, pour les cabinets comptables, l'utilisation d'un numéro NIR sans autorisation. Le numéro NIR, c'est le numéro de la sécurité sociale, mais pour les cabinets comptables, il y a une autorisation par rapport à la CNIL pour qu'ils traitent ce numéro sans autorisation. Ça n'existe plus l'autorisation, mais on avait à l'époque, avant l'entrée du RGPD, on avait une autorisation. Collecter des informations sur l'appartenance politique d'un candidat, par exemple, à une embauche. Attention, attention pour au niveau de ce principe de minimisation des données aux zones de texte libre, aux commentaires et aux annotations. Je ne sais pas si parmi nous, il y a par exemple des centres d'appel ou des sociétés qui prospectent par téléphone. Ça veut dire quoi ces textes libres aux zones commentaires? Par exemple, je vais appeler quelqu'un pour prospecter, pour vendre un ordinateur. Donc, je vais commencer à écrire sur un papier à côté de moi ou sur mon ordinateur de manière libre toutes les informations que lui, il me dise. Et par exemple, des informations qui ne sont pas nécessaires à, à la finalité du traitement. Donc attention, par exemple, il y a même la CNIL qui a référencé quelques mots qui concernent des zones de texte et qui peuvent identifier une personne. Par exemple, je vous donne l'exemple d'un organisme d'enseignement. Je rappelle, ça c'est des références de la CNIL, ils sont référencés par la CNIL. Par exemple, dans une école, il ne faut pas commencer, par exemple, à traiter des informations privées et dire, par exemple, dans une réunion, le père du monsieur Jean, du monsieur, je ne sais pas quoi, donc il est en prison. Ou par exemple, de dire que la maman de cet enfant, il a un piercing dans le dos. Ces informations, ça permet d'identifier une personne et c'est des données personnelles. Même les insultes. Les insultes, elles permettent, sont considérées comme des données personnelles. Par exemple, seul bémol, il pue, le père est un gros con, pardon pour le mot, mais c'est référencé par la CNIL, il ne veut pas payer. Tout ça, c'est des points qui sont vraiment très risqués où il faut faire attention parce que là, on va se retrouver dans le traitement des données personnelles sans consentement. Et attention, c'est aussi, hormis la partie sanctions administratives, financières, il y a la partie pénale. Donc, je passe au principe des actitudes des données, c'est l'article 5 du RGPD. Donc, le responsable de traitement. Donc, le responsable de traitement, j'expliquerai ce terme par la suite, mais si vous voulez, c'est le représentant légal de l'organisme. Par exemple, pour une société d'action simplifiée, c'est le président ou un gérant, ainsi de suite. Donc, le responsable de traitement doit vérifier l'exactitude des données personnelles qu'il a recueillies. Donc, il faut qu'il s'assure que les données qu'il a entre les mains sont exactes, sinon il faut qu'il les efface ou il les modifie. Et aussi, ce qui est conseillé de procéder régulièrement à la vérification des données que vous avez entre les mains. Une fois que le RGPD est mis en place dans votre organisme, la suite, elle n'est pas très compliquée. C'est seulement, ça demande un suivi très rigoureux. Et aussi, il faut documenter en interne les données modifiées ou supprimées, chose qui va être demandée en cas de contrôle. Et attention, attention aux bases de données qu'on n'a jamais supprimées ou actualisées. Je vais arriver là par la suite à la durée légale ou la durée de conservation des données. Donc, garder des données comme ça, sans utilité, sans les supprimer, sans les actualiser et qui ne servent à rien, c'est là on se met vraiment dans une situation qui peut être très préjudicielle, qui peut apporter un préjudice énorme à la société, voire avec les sanctions qui ont été déjà prononcées, la société, à mon avis, mettra les clés sur la porte. Le principe de conservation limitée des données. Donc,
Ça veut dire que la durée de conservation doit être définie par le responsable de traitement, donc par le dirigeant, sauf si un texte impose une durée précise, parce que je connais pas, par exemple, je connais pas la réglementation à l'extérieur de France, par exemple au Maroc ou dans un autre pays, mais en France, on a sur des traitements, on a des délais à respecter. Par exemple, il faut garder les informations concernant le salarié 5 ans à compter du départ du salarié. Ou, par exemple, pour toute la partie caméra de surveillance, donc un mois maximum d'enregistrement et il faut détruire les données qu'on a récupérées parce qu'on récupère des images qui identifient une personne de manière directe ou indirecte. Ou encore pour le fichier client, par exemple, si on a un fichier client entre les mains pour la prospection, c'est 3 ans au maximum. Donc, à l'issue de cette durée, donc je vais m'expliquer pour que ça soit clair. J'ai des données personnelles que je récupère et que je traite à cet instant. C'est des données courantes. On ne parle pas encore, on parle pas encore du principe de conservation. Le principe, ça commence à s'impliquer une fois qu'on a traité les données. Par exemple, on a récupéré des informations, on a fait de la prospection commerciale. C'est à partir de ce moment-là, parce que sur la première stade, on est dans des données courantes. À partir de la deuxième stade, la question qui se pose, soit il y a une durée légale qui nous demande de garder les données, par exemple 5 ans, 3 ans ou 4 ans, mais s'il n'y a pas de durée légale, il faut garder les données personnelles seulement jusqu'à la réalisation de la finalité. Par exemple, la finalité, c'est la prospection. Donc, une fois qu'on a fait la prospection, il faut supprimer ces données. Il y a la possibilité de garder ces données au-delà de la durée légale. Par exemple, si on a un mois maximum pour les caméras de surveillance, on peut les garder pour plus pour la durée de prescription, pour le contentieux. Donc, on a le droit de garder les données au-delà de la durée légale pour le contentieux s'il y a un problème par la suite. La Commission nationale d'informatique et liberté, qui est le gendarme des données personnelles en France, il recommande 3 bases d'archivage des données. Donc la base active que je viens de traiter, c'est la base courante. L'archivage intermédiaire, donc la conservation pour une durée légale bien précise, ou pour la réalisation de la finalité, ou pour un intérêt ultérieur, par exemple pour le contentieux. L'archivage définitif, vraiment, c'est des cas très spécifiques, par exemple pour les musées. C'est pour, dans un intérêt historique, scientifique ou statistique, on est autorisé de ne pas effacer ou détruire les données personnelles. Les obligations du RGPD. Donc, il y a plusieurs obligations. La partie sécurité, donc la sécurité physique et informatique. Il y a le point concernant le transfert des données hors Union européenne. Lorsqu'on traite des données, on les transfère hors Union européenne. Il y a l'obligation de tenir des registres de traitement qui comportent l'ensemble des informations qui sont nécessaires pour prouver notre conformité, parce que, comme je le rappelle, cette conformité, c'est le reversement de la charge de la preuve. Donc, si je me suis fait contrôler demain, il faut que je prouve à la CNIL que je suis conforme. Il y a la désignation d'un délégué à la protection de données personnelles, mais ce n'est pas obligatoire pour tout le monde, car ça concerne, par exemple, les services publics. Il y a la co-responsabilité. Il y a des fois, on se retrouve 2 personnes qui traitent des données personnelles. Donc, on a une co-responsabilité sur ces données personnelles. Et il y a l'iPad, c'est l'analyse d'impact pour les traitements à risque élevé. Donc, le RGPD nous demande de faire une analyse du risque encouru pour pour des données qui sont bien spécifiques. Donc, la partie sécurité physique et informatique. Attention, c'est aussi un des points qui a fait énormément et qui a donné énormément lieu à des sanctions qui sont très importantes. Surtout s'il n'y a rien qui est fait en place. Si on prend un contrôle et on n'a pas de registre de traitement, on n'a mis rien. C'est la catastrophe. Donc, le RGPD, ils nous demandent, et ils nous disent que les traitements doivent faire l'objet de mesures de sécurité ou des mesures sécuritaires techniques
et organisationnel. D'accord? Par contre, le RGPD il ne détaille pas ces mesures de sécurité technique et organisationnelles, ce qu'il faut mettre en place. Mais il y a énormément d'informations sur le site de la CNIL. La CNIL, il n'est pas là que pour sanctionner les organismes. Il y a énormément de travail de la CNIL pour accompagner les organismes dans leur conformité. Donc, ce n'est pas détaillé, mais on peut aller voir sur la CNIL. Ce n'est pas détaillé sur le RGPD, mais on peut aller voir sur la CNIL. Ou encore, on peut aller sur l'ANSSI, c'est l'Autorité nationale des systèmes informatiques, c'est le gendarme où il y a énormément d'informations concernant la sécurité. Donc, cette sécurité qui peut se diviser en deux points. Sécurité physique des données, donc par la sensibilisation du personnel. Donc, il faut que j'explique à mon personnel la nécessité de faire attention aux données personnelles qu'il collecte, de faire attention, par exemple, aux mails frauduleux, ainsi de suite. Par exemple, mettre en place une charte informatique pour déterminer qui fait quoi. La partie contrôle des accès, par exemple par badge, ou mettre en place un code, la fermeture des bureaux à clé, comme j'ai dit tout à l'heure, même sans le RGPD, ça ne concerne pas que les données automatisées, mais aussi les données qui sont traitées de main sur papier. Et une salle réunion, ça c'est le top, c'est une salle de réunion séparée du lieu de travail ou, par exemple, si on a une salle d'informatique, essayer de séparer les services. Ça, c'est le premier point, c'est la sécurité physique des données. Et le deuxième point, c'est la sécurité informatique des données qu'on connaît tous. C'est l'utilisation des mots de passe complexes avec des lettres, des chiffres. Il y a des recommandations de la CNIL. Je vous invite à visiter le site de la CNIL. Par exemple, le chiffrement de données, d'ici les antivirus, les firewalls, les accès ordinateurs, par exemple, sécurisés par un identifiant personnalisé, ou encore, il y a énormément de moyens. Toutefois, je rappelle, même si on met toutes ces mesures en place, il y a toujours le risque. Mais ce qui va être reproché à l'organisme s'il n'y a rien qui est mis en place, si il y a le nécessaire, on a des mesures qui sont bien ficelées, on a tout le nécessaire derrière, on a une charte informatique, on a une documentation interne qui est solide, on a un registre de traitement avec l'ensemble des informations, on n'aura pas de problème avec la CNI. Donc, euh, il faut faire attention que le responsable de traitement doit sécuriser son réseau et ses outils d'information de telle sorte de garantir leur résistance en cas d'événements imprévus, des actions illégales ou des événements accidentels. Donc, vraiment, le dirigeant ou le représentant légal de la société, il doit s'assurer qu'il a mis en place tout le nécessaire. Sinon, il peut faire aussi, s'il a énormément de données personnelles qui transitent par un système d'informatique, parce que pas toutes les sociétés on trouve un système d'information qui est mis en place, sinon on trouve des sociétés avec un ou deux ordinateurs et des sociétés qui n'ont pas de cloud, qui n'ont pas de serveur, donc c'est en rapport de société. Mais vraiment, avec mes clients, si la société vraiment il est de taille importante et son système informatique est complexe, pour cette partie, je fais appel à un prestataire informatique de l'extérieur qui me fait l'audit pour que je m'assure que ce qu'on est en train de mettre en place est suffisant. Et l'obligation que le responsable de traitement, qui est le représentant légal, doit documenter toutes ces mesures. Parce que c'est toujours, on revient au reversement de la charge de la preuve. Parce que si on se fait contrôler, il faut prouver qu'on a mis toutes les mesures que le RGPD nous demande. Donc là, je passe à la partie transfert des données hors Union européenne. Par exemple, si on se retrouve dans une situation où on traite de données hors Union européenne, c'est possible. C'est possible de traiter des données hors Union européenne, mais il faut respecter euh, 7 conditions qui sont imposées par le RGPD. Donc, si on ne se situe pas dans ces 6 points-là, donc on ne peut pas transférer des données hors Union européenne sans demander l'autorisation préalable à la CNIL. Donc là, on va revenir à l'ancien système.
Je vais essayer de vous en parler de 6 points. Le premier point que on transfère des données personnelles, par exemple, à l'Argentine ou à Andorre. On transfère des données personnelles à un pays qui est reconnu par la Commission européenne comme offrant une protection des données adéquate. Grosso modo, que si le pays il est reconnu par la Commission européenne qu'il a le même système que le RGPD qui permet de protéger des données personnelles, on n'a pas besoin de demander l'autorisation de la CNIL. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, l'Argentine, Andorre, Canada, Suisse et Nouvelle-Zélande. Ce sont des pays où on peut transférer des données sans demander des autorisations. Deuxième point, il y a une signature d'une clause de type Commission européenne. La Commission européenne, ils ont mis en place, si vous voulez, des clauses types, des contrats types qu'il faut établir, qu'il faut respecter pour pouvoir transférer hors Union européenne. Donc, soit on a signé ce type de contrat qui passe à l'intermédiaire de la CNIL et c'est un exemple et un modèle qui est harmonisé au niveau européen. Sinon, il faut demander une autorisation. Le troisième point, c'est l'adoption des règles internes d'entreprise. C'est le Binding Corporate Rules ou le BSR. C'est des procédures internes qui sont mises en place au sein de l'organisme en adéquation avec les recommandations de l'Europe. Donc, si on est dedans, on n'a pas besoin de demander de l'autorisation. Quatrième point, l'adhésion au Privacy Shield. Le Privacy Shield, c'est l'équivalent du RGPD aux États-Unis. Donc, le transfert des données personnelles de France vers, par exemple, les États-Unis, on n'a pas besoin de demander une autorisation parce qu'il est jugé par la Commission européenne comme adéquat et comme suffisant. Cinquième point, c'est application d'un code de conduite adopté par l'Union européenne. On revient presque aux mêmes choses que le BSR. Sixième point, une certification assortie d'un engagement contraignant et exécutoire pris par le dirigeant, par le responsable du fichier, donc le responsable, la personne qui traite les données, au s'entretenant dans le pays d'appliquer les garanties appropriées. On reste vraiment sur des règles qui sont imposées par la Commission européenne pour qu'on puisse traiter des données personnelles hors Union européenne. Et le dernier point, c'est dans des cas très particuliers et qui sont prévus par le RGPD, par exemple, dans le cadre de la sauvegarde de la vie d'une personne. Par exemple, voilà, on ne va pas attendre l'autorisation pour sauver la personne. Donc, principalement, concernant le transfert des données à l'Union européenne et la demande des autorisations, si on se situe dans les 7 points que je viens d'aborder, on n'a pas besoin d'autorisation, sinon il faut demander une autorisation à la CNIL. Parmi les obligations du RGPD, c'est la tenue des registres preuve de la conformité. Il n'y a pas que le registre des traitements. Il y a le registre des traitements. Il y a le registre des sous-traitants et il y a le registre de notification des violations de données. Donc, le premier, c'est le registre des traitements obligatoire pour les organismes, pour tous les organismes, publics comme privés, et quelle que soit leur taille, dès lors qu'ils traitent des données personnelles. C'est l'article 30 du RGPD. Le registre de ce traitant, parce que pourquoi on parle de registre de ce traitant? Parce que ça va m'arriver, par exemple, moi, j'ai des sous-traitants, je fais de la prospection commerciale, donc je fais appel à un prestataire à l'extérieur. Lui aussi, il est dans l'obligation de mettre en place un registre de ce traitant pour qu'il puisse me justifier qu'il est en conformité avec le RGPD. On arrivera par la suite à ce point aussi. Donc, le registre de ce traitant obligatoire aussi pour les organismes publics ou privés, quelle que soit leur taille, dès lors qu'ils se traitent des données personnelles. Le dernier registre, c'est le registre de notification de violation des données. Il est obligatoire, c'est pareil pour les organismes publics ou privés, quelle que soit leur taille, s'il existe une violation des données. Donc, si on a une violation des données, on a par exemple
un hacker qui a réussi à rentrer dans notre système informatique, il faut informer la CNIL. Et l'information, attention, ça ne s'arrête pas que informer le gendarme, la CNIL de la violation des données, mais dans des cas, et aussi c'est par rapport au risque encouru par rapport, par exemple, à une intrusion, il faut notifier aussi la violation aux personnes concernées. Vous imaginez une assurance qui a 2 millions de données personnelles, donc 2 millions de particuliers, et il a un problème de violation de données, donc il faut qu'il notifie la violation à 2 millions. Vous imaginez le coût qui va leur coûter tout ça, c'est énorme. Parmi les obligations du RGPD aussi, c'est la nomination obligatoire d'un DPO, c'est d'un délégué à la protection des données personnelles. Un délégué, c'est quoi le rôle de ce délégué Déjà, je vais vous dire dans quel cas il est obligatoire. Donc, il est obligatoire dans les services publics, il est obligatoire. Dans les sociétés ou les organismes de manière générale qui traitent des données à grande échelle et un suivi régulier, par exemple, je vous donne les transports publics. On a un traitement de données personnelles, par exemple, on établit des cartes des personnes qui prennent le bus, donc on traite à une grande échelle de données et on a aussi un suivi régulier sur ces données. Donc dans ce cas-là, il est obligatoire. Et dans les données à dominance juridique aussi, il est obligatoire. Par exemple, pour la partie les tribunaux, pour la partie condamnation et infraction. Donc, c'est ces trois-là où le DPO, le délégué à la protection de données personnelles, il est obligatoire. Mais c'est très recommandé de le mettre en place et ce qui se fait de plus en plus, surtout pour les groupes et les sociétés de taille importante ou les associations, même voire les mairies, ils font une mutualisation du DPO. Donc, on va prendre un DPO qui va intervenir sur trois ou quatre dossiers. Deuxième point, c'est quoi l'émission du DPO, du délégué à la protection des données personnelles, au Data Protection Officer. Donc, c'est le centre de contact. Donc, c'est lui qui va avoir le contact avec la CNIL. Par exemple, la CNIL, avant qu'il se pointe dans la société pour un contrôle, il va échanger avec la société. C'est en rapport aussi avec le contrôle. Est-ce qu'il va intervenir sur place ou il va demander des informations à lui envoyer? Donc, c'est lui qui va faire le contact avec la CNIL. Il va contrôler le respect du RGPD. Donc, il va voir si tout est mis en place, si on respecte le principe de l'écité, si on respecte le principe de minimisation des données, si on respecte le principe d'exactitude des données, si on respecte le principe de conservation des données. Donc, il va contrôler tout ça. Et aussi, il va tenir les registres de traitement et informer et conseiller le responsable de traitement et toute la partie, le système d'information au sein de la société. Donc, il va conseiller le représentant de la société parce que c'est lui le responsable de traitement. Il va le conseiller concernant cette réglementation. Je vous disais que cette obligation des DPO concerne les services publics et concerne aussi les traitements à grande échelle et un suivi régulier. Par exemple, les données des patients d'un hôpital, les données des compagnies de transport public et les données collectées pour géolocalisation. Par exemple, prenons Maps, il récupère énormément de données. Par contre, il y a des traitements qui ne constituent pas un traitement à grande échelle. Par exemple, le médecin, l'architecte, les vétérinaires qui exercent à titre individuel. Ils n'ont pas énormément de données personnelles, mais euh, ils traitent quand même des données, mais ce n'est pas le même volume et ce n'est pas le même risque, parce que tant qu'on a un volume important, tant que le risque en face est important. Et il y a aussi, par exemple, les données à caractère juridique, parce que s'ils sont traités par un avocat ou un huissier de justice ou un juriste qui exerce à titre individuel, ce n'est pas le même cas par un cabinet d'avocats ou un groupe de cabinets d'avocats qui est implanté partout en France, ou en Europe ou à l'étranger. Donc, voilà. Je passerai au point suivant, c'est la co-responsabilité du responsable de traitement et de ce traitant. Donc,
D'abord, je ferai un rappel du mot sous-traitant. Donc, c'est par rapport au RGPD. C'est l'article 4.8. Donc, personne physique ou morale traitant des données à caractère personnel pour le compte du responsable de traitement. Ça veut dire quoi? Que moi, comme tout à l'heure, donne, je se traite les données que j'ai traitées à un prestataire à l'extérieur, par exemple, pour me faire une prestation. Tout simplement, un cloud à l'extérieur, c'est un sous-traitant. C'est pourquoi il faut s'assurer que votre sous-traitant est en conformité avec le RGPD. Mais principalement, on trouve, pour y aller chercher l'information, on peut aller sur les conditions en bas de la page du site Internet, on trouve la politique de gestion des données personnelles et c'est là où ils parlent de leur politique et toutes les informations concernant les moyens qu'ils ont mis en place. Donc concrètement, pour occuper ce poste de sous-traitant et être en lien avec le responsable de traitement, donc il faut être une entité distincte du responsable de traitement. Je ne vais pas se traiter, je suis une holding ou une société de tête de groupe et se traiter à la filiale. Donc vraiment, c'est des entités, même pour ça, ça peut y aller. Oui, on peut se traiter à une filiale, c'est une entité distincte et traiter de données caractère personnel pour le compte du responsable du traitement. Et attention, le point principal, selon ses instructions. Donc, le sous-traitant, il ne va pas traiter des données sans les instructions du responsable du traitement. Parce que s'il traite des données personnelles avec ses instructions, ça veut dire qu'il a la main sur les données, c'est lui qui détermine les finalités, donc on va se retrouver dans un poste de responsable de traitement. Donc, ce qu'il faut retenir de cette partie de la co-responsabilité du responsable de traitement et de ce traitant, que le sous-traitant engage la même responsabilité et les mêmes sanctions que le responsable des traitements en cas de violation de données. Donc, il y a une solidarité sur la sanction, sauf si le sous-traitant il a mis en place tout ce qu'il fallait. Le responsable de traitement est responsable de la sécurité du sous-traitant. Donc, il faut que vous, responsable de traitement, vous assurez que votre sous-traitant est conforme. Donc, soit vous allez sur ses conditions de gestion et sa politique de traitement des données personnelles, soit moi, ce que je fais dans des cas que j'envoie des demandes. Donc, je circularise le sous-traitant. J'envoie une lettre à mon sous-traitant ou au sous-traitant de mon client. Je lui demande tout simplement, monsieur, quels sont les moyens sécuritaires, physiques et techniques et organisationnel que vous avez mis en place pour sécuriser les données que je vous ai sous-traitées. Et là, on envoie la balle au sous-traitant, c'est à lui de nous répondre. Mais attention, s'il n'est pas conforme, il faut le faire, il faut le changer. L'une des obligations du RGPD, c'est l'iPad, c'est l'analyse d'impact pour les traitements à risque élevé. Le RGPD, il vient nous dire il y a des données personnelles qui sont à risque élevé, donc il faut faire une analyse pour évaluer ce risque. Donc, le RGPD, dans son article 35, prévoit la conduite d'une analyse d'impact lorsque les traitements peuvent engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques. Une analyse d'impact doit être menée obligatoirement dans deux cas. Premier cas, soit le traitement il figure dans une liste qui est déjà établie par la CNIL, et là, ça concerne les traitements de données de santé mis en œuvre par les établissements de santé, par exemple, ou les établissements médico-sociaux, ou, où on se situe dans le cas numéro 2, que le traitement qu'on est en train d'effectuer ne se situe pas dans la liste de la CNIL, parce que la liste de la CNIL, il nous donne tous les cas possibles. Par exemple, le critère de décision de mener une analyse pour qu'on mène une analyse dans le cas, par exemple, qu'on collecte des données sensibles. Ou par exemple, dans le cas où on traite des données de personnes dites vulnérables. Sinon, si le traitement n'est pas dans la liste, mais il remplit au moins deux des 9 critères que je vais vous dire, il faut mettre en place une analyse d'impact pour le traitement à risque élevé.
Je vous invite à aller voir le site de la CNIL. Il y a un outil qui est très bien fonctionnel. Le jour où ça vous arrive, le jour où vous serez dans l'obligation de mettre en place une analyse d'impact pour les traitements à risque élevé. Donc, les critères qu'on a, on a 9 critères. Si on répond à 2 critères, on est dedans. Donc, le premier critère, c'est l'évaluation ou le scoring. Par exemple, le profilage. Donc, on va évaluer nos clients par note. Une décision automatique avec effet légal ou similaire, par exemple, des décisions automatiques bancaires. Là, je pense à mon frère parce que il est directeur de banque au Maroc. Donc, toutes les parties décisions automatiques, par exemple, si on prend des décisions sur des demandes de prêt de manière automatique, c'est un critère. Troisième critère, la surveillance systématique. Par exemple, on surveille de manière systématique. Collecte de données sensibles ou de données de personnes ou de données à caractère hautement personnel. Il y a aussi collecte de données personnelles à large échelle. Si on fait de croisement de données, par exemple, on prend des données personnelles qu'on croise avec d'autres données personnelles pour faire des statistiques. Ou soit aussi le critère les personnes vulnérables, patients, personnes âgées, enfants. Ou, par exemple, un usage innovant, utilisation d'une nouvelle technologie qu'on ne connaît pas les conséquences. Donc, il faut, pour faire attention, il faut faire une analyse d'impact. Ou, par exemple, le critère, on exclut du bénéfice, ou on exclut, par exemple, un particulier de bénéficier d'un contrat ou d'un droit, par exemple exclure quelqu'un qui n'a pas un seuil de ressources qui dépasse les 25 000 euros. Donc, principalement, c'est soit on se situe dans la liste de la CNIL, il faut mettre l'analyse, soit on ne se situe pas dans la liste de la CNIL et on répond à 2 critères des 9, il faut mettre en place l'analyse d'impact. Et l'analyse d'impact, et attention, et consultation préalable de la CNIL. Je passe au droit des personnes. Parce que l'un des principaux apports du RGPD, c'est des nouveaux droits, c'est le renforcement des droits d'existants, parce que le RGPD, il veut vraiment protéger les données des citoyens. Donc, il a renforcé des droits existants, c'est des droits qui existent depuis la loi informatique et liberté, soit il les a détaillés de manière à donner plus d'informations à la personne pour laquelle on va traiter des données personnelles. Le droit d'accès. Aujourd'hui, on est obligé de donner un droit d'accès à la personne concernée. Si je récupère le nom de la personne et il veut accéder pour voir ses données. Le droit de rectification. Donc, je peux demander à l'organisme qui a récupéré mes données personnelles de les rectifier. Le droit d'opposition. Donc, je peux m'opposer au traitement des données. Je m'oppose, par exemple, à la prospection parce que tout simplement, je n'ai pas donné de consentement. Vous n'avez pas, monsieur, vous n'allez pas, monsieur, traiter mes données personnelles que si vous n'avez pas de consentement. Donc, je peux opposer au consentement et demander la suppression des données. Le droit de l'oubli, donc l'effacement, par exemple, j'ai oublié ou je me suis trompé, donc je peux demander l'effacement de ces données. Et le droit en non-profilage. Donc, ça, c'est les droits existants. Des nouveaux droits, et parmi ces nouveaux droits, il y a un droit qui ressort vraiment, qui a fait l'écho, c'est depuis l'entrée en vigueur du RGPD le 25 mai 2018, c'est le droit à la portabilité. Le droit à la portabilité, ça veut dire quoi? Ce droit a été déjà mis en place, ça a été anticipé par le gouvernement français avec la loi Le Maire. Donc, c'est le droit à la portabilité. Par exemple, tout simplement, moi, je suis salarié. Je quitte l'entreprise. Je peux demander tout simplement à l'entreprise de me rendre toutes les données personnelles, de me les rendre soit de manière automatisée ou de manière ou sur papier, mais je peux récupérer toutes mes données que la société est là entre les mains. Voilà. Et le deuxième droit
à la limitation du traitement, mais il n'a pas fait l'écho parce que vraiment c'est le droit à la portabilité, parce que ça permet de protéger les données personnelles, de récupérer mes données. Donc le droit à la limitation du traitement, c'est le droit de limiter le traitement, par exemple, dans le temps. Je vous traitez mes données seulement, je vous donne le consentement pour traiter mes données pendant un moment ou et après ça s'arrête. Donc, si je peux faire un rappel rapidement, c'est un renforcement de droits existants. Droit à l'information, il faut faire attention au droit à l'information. Par exemple, ce qui me vient à l'esprit comme ça, c'est, par exemple, les obligations de l'information de la personne sont différentes, par exemple, lorsqu'on récupère des données de manière directe ou de manière indirecte. Par exemple, si je récupère les données de manière directe de mon salarié, c'est à moi le responsable de l'informer. Par exemple, si je récupère de manière indirecte, je n'ai pas l'obligation. Par exemple, je peux donner le cas de récupérer des données de manière indirecte. C'est le cas de d'une mission de commissariat au compte. Donc, le commissaire au compte, il va aller récupérer les données, des données personnelles de salariés. Par exemple, je vais aller contrôler les bulletins dans le cadre de l'audit de la partie, le cycle social. Je vais aller contrôler les bulletins de salaire. Donc, sur ces bulletins de salaire, il y a les données personnelles du salarié, de la société. Mais ce n'est pas moi, commissaire au compte, qui a récupéré les informations auprès du salarié, c'est l'employeur qui a récupéré. Mais moi, de manière indirectement, j'ai récupéré ces informations. Donc, je n'ai pas d'obligation d'informer le salarié que je traite ces données dans le cadre de la finalité suivante, que je sécurise ces données, que je les garde pendant une durée déterminée, ainsi de suite. Mais attention, le commissaire au compte ou la personne qui récupère de manière indirecte doit s'assurer que le responsable du traitement qui a récupéré les informations, il a bien respecté l'obligation d'information. C'est donc, grosso modo, il est solidaire sur l'information. Les sanctions et les opportunités, je vais vous laisser quelques minutes pour voir s'il y a des questions. S'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, je continue. J'ai une bonne question de Bader, je vais vous la lire. Donc, il me dit déjà un grand merci pour toutes ces informations. Ma question, est-ce que nous pouvons dire que nous vivons une ère de marchandisation des informations et du coup, cela fait peur? Et vraiment, en suivant à la loupe ta présentation, il y a un sentiment de peur, surtout qu'on ne sait pas ni quand et comment, ni par qui nos données seront utilisées. Donc, c'est une très bonne question, Bader. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, c'est pourquoi le RGPD, il tombe aussi. C'est vraiment pour protéger le particulier. Parce qu'aujourd'hui, comme je le dis, que les données personnelles sont l'or noir. Maintenant, ils remplacent le pétrole. Les données personnelles, on peut les vendre, on peut vendre une liste d'adresses. Donc, vraiment, c'est pourquoi le RGPD, il vient mettre en place toutes ces informations. On ne traite pas les données, par exemple, sans consentement. Il faut que j'informe la personne que je traite ces données dans cette partie, dans cette finalité, par exemple, dans le cadre de l'établissement de ces bulletins de paie, et non pas je traite les informations comme ça pour les vendre ou pour ainsi de suite. Donc le RGPD, si la société il se met en conformité, derrière les données personnelles du particulier, ils sont protégés. Donc le particulier, il a déjà un point très bien au niveau de la conformité. Donc, peut-être ça fera partir cette peur qu'on a à aujourd'hui concernant l'utilisation des données personnelles, mais le RGPD, il vient pour corriger tout ça. Voilà.
Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vais continuer. Donc là, je vais passer aux sanctions de non-conformité et aux opportunités, parce que le RGPD aussi, ça va permettre à la société d'avoir cette belle réputation. Donc, l'ACNIL, c'est la Commission nationale des informations et libertés. Six missions, c'est sanctionner en cas de non-conformité, protéger le citoyen, informer aussi, accompagner les organismes qui veulent se mettre en conformité, parce qu'il y a énormément de guides sur leur site, il y a énormément d'outils pour se mettre en conformité de manière autonome. Conseiller aussi, par exemple, conseiller le responsable de traitement, je peux demander à l'ACNIL leur avis sur un point particulier et contrôler, bien sûr, et sanctionner. Donc, la Commission des libertés la Commission nationale informatique et liberté, elle est composée de 18 membres. Donc, principalement, c'est quatre parlementaires, quatre personnes qualifiées en la matière des données personnelles, les membres du Conseil économique, social et environnemental, deux personnes, et les membres de la Commission d'accès aux documents administratifs en une personne. Les conséquences en cas de non-conformité. Par exemple, demain, vous n'êtes pas conforme, vous pouvez être contrôlé. Donc, atteinte à l'image et à la réputation de la société ou de l'organisme, parce que la sanction, elle est publiée. L'amende administrative, la sanction pénale, les frais de notification qui peuvent être importants, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez une violation de données personnelles, et la responsabilité, bien sûr, civile en cas de dommages causés du fait de la violation des données personnelles. On voit ici qu'il y a énormément de sanctions. Les sanctions. Donc déjà en cas de manquement au RGPD ou à la loi informatique et liberté, la formation restreinte de la Commission nationale, donc le gendarme des données personnelles, peut soit prononcer un rappel à l'ordre, donc il va vous demander de se mettre en conformité, mais ça c'est dans le cas que vous avez déjà mis en place quelque chose, parce que si vous n'avez pas mis quelque chose en place, je ne pense pas que ça va être un rappel à l'ordre enjoindre de mettre le traitement en conformité, y compris ce astreinte. Donc, il peut demander à l'organisme d'arrêter le traitement le temps de décider ou demander de limiter le traitement temporairement ou définitivement ou ordonner de satisfaire aux demandes d'exercice des droits de personne. Il va vous demander de répondre à la personne obligatoirement. Si la personne il vous demande le droit d'accéder à ces données ou de modifier ces données. Et après, le dernier point, c'est de prononcer une amende administrative. L'amende administrative, il est bien précisé dans le RGPD. Il y a deux amendes. Soit la première amende, c'est pour les cas qui ne sont pas aggravés, c'est 2% de votre chiffre d'affaires aux 10 millions d'euros d'amende, donc le plus élevé qui est retenu. Ça, c'est dans le cas, par exemple, où vous êtes responsable de traitement, vous ne respectez pas les obligations d'information de la personne concernée. Il y a une sanction financière de 4%, c'est la deuxième, c'est pour les cas aggravés. Ça, par exemple, dans le cas où on traite des données personnelles sans consentement. Donc, c'est 4% du chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros d'amende. Donc, ça peut aller rapidement à 4% sur 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça serait rapidement très pénalisant. Hormis la responsabilité civile aussi, qui peut être très coûteuse si vous causez un préjudice à la société, il y a le pénal, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Je voulais l'article 226-16, Code pénal, partie législative, le fait, y compris par négligence de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel, sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi, est puni de 5 ans d'emprisonnement et 300 euros d'amende. Voilà. Donc, le risque, il est aussi pénal. Quelques exemples de sanctions administratives. Sparto, détaillant en ligne, 250 000 euros le 5 août 2020 pour non-respect des principes généraux de traitement de données. Et dans les principes généraux, il y avait le problème sur une violation du principe de minimisation des données. Donc, cette société, elle collectait des données, énormément de données qui ne lui servaient pas à la réalisation de sa finalité.
Grosso modo, il récupérait des données qui n'étaient pas utiles. Il y a le deuxième point, Futura International. C'est un spécialiste en isolation et c'est lui qui avait un centre d'appel au Maroc et qui faisait de la prospection auprès de citoyens européens. Donc 500 000 euros d'amende le 21 novembre 2019 pour démarchage téléphonique illégal. Donc, et stockage excessif de données et droits d'information non respectés. Et là, je vous rappelle que je vous ai parlé tout à l'heure que sur les zones libres, donc là, l'histoire sur Futura International, qu'il y a une personne, ils ont appelé une personne en France. Cette personne, elle a refusé à plusieurs reprises. Il leur a dit qu'il ne voulait pas qu'il les appelle par téléphone et qu'il ne donne pas son consentement. Et l'incident s'est répété plusieurs fois. La personne, il a mis en place, parce que maintenant c'est facile de faire une plainte sur la CNIL, et ils ont commencé leur enquête. Ils sont allés intervenus carrément au Maroc et ils ont trouvé un stockage excessif. Donc le centre d'appel, il notait énormément des données sur des zones libres, sur leur logiciel métier. Il y a Union Trade Company, c'est une agence de traduction, 20 000 euros le 13 juin 2019 pour vidéosurveillance excessive. Donc, il y avait une surveillance excessive des salariés. Et le montant, il n'est pas très élevé parce qu'ils ont pris en compte, parce que c'est une petite société. Et en plus, il avait un dernier exercice en 2017 déficitaire. Donc, euh, l'assurance active, assurance automobile, 180 000 euros le 25 juillet 2019 pour mesures techniques et organisationnelles insuffisantes pour assurer la sécurité des informations. Et je reviens sur les mesures que je vous ai déjà dit concernant qu'il fallait mettre en place les mesures sécuritaires et techniques nécessaires. Sergic, c'est l'immobilier, 400 000 euros le 28 mai 2019 pour mesures techniques et organisationnelles insuffisantes pour assurer la sécurité des informations. Donc on regarde sur les 5 sanctions, il y a 2 qui concernent la sécurité, la sécurité physique et organisationnelle. Attention, euh, si on a un contrôle, il faut coopérer avec la CNIL parce qu'on peut avoir une réduction de 50% si vous voulez de la sanction. Sinon, on prendra la sanction en totalité. C'est ma dernière diapo et après je vous montre un registre de traitement non, je ne peux pas vous montrer un registre de traitement pratique malheureusement. Donc, mais je vais essayer de vous en parler un petit peu. Mais hormis que le RGPD, parce que quand même ce RGPD reste une tâche euh, très porteuse et ça demande énormément de temps pour mettre en place tout ça parce qu'il faut faire un inventaire vraiment de toutes les données personnelles dans la société. Mais même s'il y a une tâche importante, une fois qu'on est conforme, on va gagner sur d'autres points. Donc, on va gagner sur la partie sécurité. Donc, on va optimiser la protection de nos données. On va baisser le risque des violations des données. On va prévenir les risques de fuite et d'insécurité. Donc, on va être très bon sur cette partie, sans oublier la réputation. Donc, l'organisme, il va avoir cette image de protection de la vie privée de ses clients, des personnes dont il traite ses données. Et là, je pense à la question de Bader concernant sa peur pour ses données personnelles. Donc, cette réputation, ça va apporter cette confiance et ça va apporter aussi de plus en plus de clients ou de personnes avec qui on peut collaborer. Aussi, il y a cette transparence, plus de transparence dans nos échanges. On va renforcer la confiance de nos clients et on va améliorer notre image de marque. Aussi, au niveau de notre organisation, on va mettre en place en interne des processus qui sont clairs, bien définis. C'est un manuel de procédure en quelque sorte. Il y a plusieurs sociétés qui ont déjà mis un manuel de procédure en place. Il faut revenir, retaper ce manuel de procédure pour l'aligner sur le RGPD et mettre en place toutes les informations nécessaires. Et on va aussi repenser notre parcours client. On aura cette relation un petit peu différente et on va restructurer et
retravailler la sécurité et la protection des données personnelles et on va être responsable, on va protéger les données personnelles que nous récupérons. Donc, j'avais mis vraiment, c'était le 4 points, l'exemple de pratique de registre de traitement, mais malheureusement, voilà, par rapport au problème avec Zoom, j'avais un retour sur le son, donc c'était impossible. Donc là, un registre de traitement, par contre, je serai disponible de vous envoyer un exemple. J'avais préparé un registre de traitement que j'avais mis sur ma société concernant la prospection commerciale, euh, mais malheureusement, je vais vous en parler de manière orale et non pas. Donc, un registre de traitement, moi, ce que je mets dans un registre de traitement pour que ce registre de traitement réponde à l'ensemble des obligations et soit ma preuve de conformité en cas de contrôle. Donc, mon registre de traitement, il se présente principalement, c'est un fichier Excel que j'ai mis en place et que se présente. Donc, avec une colonne, je mets exigence RGPD, détail et détail du traitement. Donc, je mets l'identité et les coordonnées du responsable de traitement, c'est la société ODP Consulting. Ça, c'est une fiche de registre de traitement pour la prospection commerciale. Donc, l'identité des coordonnées du responsable de traitement, c'est ODP Consulting, ma société. Le cas échéant, le coordonnées du délégué à la protection des données personnelles. Donc, c'est moi, parce que moi, ce n'est pas obligatoire pour moi, je ne fais pas un traitement à grande échelle, mais je prends volontairement ce poste parce que aussi, je propose cette prestation à mes clients. Je mets dans les finalités du traitement, je mets le présent traitement a pour objet la réalisation d'opérations de prospection commerciale en vue de la vente de produits et services de l'organisation, telles que la réalisation d'opérations de sollicitation, y compris sur les réseaux sociaux, l'achat, la cession, la location ou l'échange des fichiers de clients et prospects, l'élaboration de statistiques commerciales, l'organisation de jeux concours, de loteries ou de toute opération promotionnelle. Ça, c'est la finalité. Je vous ai mis une finalité, mais dedans, il y a énormément de choses qui ne me concernent pas. Ce que je veux vous dire par là, c'est mieux de laisser la finalité du traitement très large, d'accord, pour que pour la suite, vous ne veniez pas à chaque fois rajouter des informations. Ce qui peut être rapproché à l'organisme au niveau du contrôle, au niveau des finalités, c'est l'oubli d'une finalité. Mais à mon sens et par rapport à mon expérience et au retour du marché, il n'y a pas de problème si on met des finalités qu'on ne fait pas. Par exemple, moi, je suis un cabinet d'experts comptables, je ne fais pas l'organisation à aujourd'hui de jeux concours, mais ça me dérange pas de le garder. D'accord? Donc, la base juridique du traitement. Pourquoi? C'est quoi le fondement qui m'autorise de faire de la prospection commerciale? La base légale du traitement, j'ai deux bases. Le consentement, parce que j'ai demandé le consentement à mon client pour traiter ses données personnelles. Et j'ai le deuxième, c'est les intérêts légitimes poursuivis par le responsable de traitement ou par un tiers, qui est moi. Pour mes intérêts, pour prospecter auprès de ma clientèle, ça, c'est déterminé dans la liste. Il y est dans la liste de la CNIL, plus le consentement. Donc là, on se retrouve avec la base juridique du traitement, c'est le consentement et l'intérêt poursuivi par le responsable du traitement ou par un tiers. J'ai une autre case, lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, c'est l'article 6, c'est cette spécificité, c'est le fondement sur l'intérêt légitime poursuivi. J'ai mis les traitements sont nécessaires aux opérations de prospection commerciale auprès des prospects, des clients et des adhérents du cabinet. Au niveau des destinataires, je mets les destinataires ou les catégories des destinataires des données à caractère personnel. Il y a les personnels des services marketing, du service commercial, du service chargé de traiter la relation client et la prospection, des services administratifs, ainsi de suite. Donc, toutes les personnes à qui je vais envoyer ces données personnelles. J'ai la case qui suit les transferts de données à caractère personnel hors Union européenne.
J'ai mis non applicable parce que sur la prospection commerciale, je ne fais pas de transfert en Union européenne. Sur la case qui suit, la durée de conservation de ces données dans le cadre de ma prospection commerciale, j'ai mis la durée légale qui est les données relatives à un prospect non client sont conservées pendant un délai de 3 ans à compter de leur collecte par le responsable de traitement ou du dernier contact émanant du prospect. Les données clients utilisées à des fins de prospection commerciale sont conservées pendant un délai de 3 ans à compter de la fin de la relation commerciale. Toutefois, les données permettant d'établir la preuve d'un droit ou d'un contrat ou conservées à d'être du respect d'une obligation légale sont conservées le temps de la prescription, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est la durée. Donc, j'ai bien précisé dans mon registre de traitement que je respecte la durée de 3 ans. Et derrière, je vais suivre ces durées de conservation dans un fichier pour que le jour à terme, d'ici 3 ans, je supprime ces données. Mais il y a aussi la possibilité, si vous ne voulez pas supprimer, que vous chiffrez, anonymiser ces données. La case qui suit, je mets les droits des personnes. La personne concernée a le droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement, ou le droit de s'opposer au traitement et au droit à la portabilité des données. Donc j'inclus ça, tous les droits qu'il peut exercer. Je mets le droit de retrait. Lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, c'est l'intérêt légitime, l'existence du droit de retirer son consentement à tout moment sans porter atteinte à la licéité de traitement fondé sur le consentement effectué avant. Donc, je lui donne le droit de se retirer s'il le souhaite. Le droit d'introduire une réclamation. La personne a le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle qui est la CNIL. Je passe le nom et le coordonnées de responsable de traitement. ODP Consulting, c'est la société. Et c'est moi le représentant légal en tant que président. Je mets le nom et les coordonnées du responsable conjoint, non applicable, je n'ai pas un responsable conjoint. Le cas du représentant du traitement, du responsable de traitement, ça veut dire quoi? Si le responsable de traitement, moi je suis dirigeant de ma société, je récupère des données, je n'ai pas énormément de temps pour m'occuper de cette partie RGPD dans ma boîte. Et si je le souhaite, je peux nommer par exemple un salarié qui se débrouille très bien dans la partie informatique, la partie juridique, de suivre le RGPD. Donc je nomme un représentant. Pour moi, j'ai pas c'est moi qui s'occupe du RGPD. Le cas échéant, le nom, c'est Nabil Aourar, et voilà. Et là, je mets une description des personnes concernées, la catégorie des destinataires, le transfert des données, les délais prévus pour l'effacement, et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est terminé mon fichier. Voilà, principalement, je vous invite aussi, il y a un très bon registre de traitement sur le site de la Commission nationale d'informatique et liberté. Et dedans, il y a déjà un exemple qui est pré-rempli. Et ce fichier Excel, bien sûr, vous pouvez l'utiliser aussi pour faire l'ensemble de vos registres de traitement. Parce que là, je vous en parle d'un registre de traitement sur la prospection commerciale. Et par la suite, il faut faire un registre de traitement par activité. Si vous voulez, un registre de traitement pour la prospection commerciale, un registre de traitement pour, par exemple, toute la partie gestion des formations de personnel, donc c'est par activité. Donc voilà, je vous remercie pour votre participation, surtout les gens qui sont restés jusqu'à la fin de la formation. N'hésitez pas de m'envoyer un message sur ma boîte. Je vais mettre mon mail personnel. Comme ça, si vous voulez, je peux vous envoyer un exemple de ma formation, ce qui pourra vous aider à se mettre en conformité conformité, mais aussi je peux vous envoyer un exemple de registre de traitement que vous pouvez utiliser. Donc, merci beaucoup. Je vais voir s'il y a des questions. Des questions. Voilà.
N'hésitez pas, je suis là pour ça, donc je peux vous apporter, je peux vous apporter réponse, je serai très ravi. Donc je vais remonter un petit peu dans les commentaires pour voir s'il y a des... Un grand merci, tata, ça on l'a vu. Information d'une importance énorme, surtout qu'il s'agit des informations qui peuvent être manipulées, mais je veux toujours savoir qu'on est et qu'on a droit. Tout à fait. Euh, Oui, tout à fait. Donc là, j'avais seulement un petit message de El Wekli à Hachim. Donc, information d'une importance énorme, surtout quand il s'agit des infos personnelles qui peuvent être manipulées au marchandises. Toujours savoir ce qu'on a et ce qu'on doit. Tout à fait. C'est pour cela je reviens sur toujours, il faut mettre en place des procédures internes. Donc, par exemple, mettre en place une charte informatique qui va définir les modalités de la gestion de tout le système informatique au sein de la société, par exemple, qui va accéder à ce dossier, parce que principalement, par exemple, sur un dossier où il y a des données personnelles, il faut l'accès seulement pour la personne qui fait le travail sur le dossier. Donc, il ne faut pas ouvrir le dossier de manière il ne faut pas ouvrir le dossier et donner accès à tous les collaborateurs. Donc, vraiment identifier chaque collaborateur. Et vous avez raison, il faut se poser la question. Ici, on a se poser la question surtout sur les emails qu'on reçoit ou sur les menaces ou ouvrir un mail parce qu'aujourd'hui, il y a différentes possibilités pour vous attaquer, à s'introduire dans votre système informatique et vous bloquer, voire demander après des rançons pour et vous mettre et mettre votre organisme à plat. Surtout, moi j'ai l'histoire avec un ancien client dans mon ancien cabinet où je travaillais. Donc il avait eu un problème, ils lui ont bloqué tout le système informatique et après ils lui ont demandé 20 000 euros en Bitcoin pour, et surtout que le monsieur, il est intervenu dans une activité où il faisait tout, il faisait des dessins et des découpages de bois pour faire toute la partie coque sur mesure pour les bateaux. Donc, le hacker s'est introduit, ils ont bloqué tout le système informatique, il ne pouvait rien faire. Donc, il avait accès à rien. Donc, et le problème que on n'est même pas sûr si on paye les 20 000 euros de recevoir ces informations. C'est pourquoi je conseille d'avoir toujours une sauvegarde à l'extérieur et voir plusieurs sauvegardes qui sont dupliquées parce que le jour d'un contrôle, on serait très embêté que si on n'a pas la possibilité d'accès à nos données. Donc, paf, je vois une petite question. Encore, merci Nabil, une toute petite question. Qu'est-ce que nous devons faire en tant que personne physique face à ce flux de réseaux sociaux de la mondialisation des échanges? Sur Tout que sur Internet, on a toujours ce petit doigt qui clique sur accepter les conditions pour y arriver. Merci Bader pour cette question. Vos questions, c'est très intéressante. Donc, principalement, comme j'ai dit tout à l'heure, malheureusement, le risque zéro, il n'existe pas. Donc, même si on met en place tout le système, si on met en place le système le plus fort au monde, si on met en place l'ensemble, les outils nécessaires, toujours il y a ce risque. Donc, ce que je conseille de faire attention aux emails qu'on reçoit, faire attention, par exemple, lorsqu'on rentre sur deux sites Internet, il y a la partie cookies qui sort et qui vous demande de choisir. Il faut rentrer et choisir que vous n'avez pas envie que la société vous suive et vous envoie de la prospection. Donc, vraiment, c'est faire très attention avoir un antivirus bien solide sur son ordinateur portable comme sur son ordiphone ou son smartphone. Donc, c'est vraiment à faire très attention et après garantir qu'il n'y a pas ce risque d'être piraté ou d'avoir des problèmes. Je ne peux pas vous le confirmer, mais si on met tous les outils nécessaires en place, on pourra par exemple, si on a une intrusion, on a une perte de données personnelles, de récupérer des données qu'on a sur un autre serveur. Euh,
Je vous invite aussi, Badar, à voir sur le site l'Autorité nationale du système de sécurité informatique, où il y a énormément de recommandations qui sont des recommandations qui peuvent vous aider et qui parlent des bons gestes et des bonnes pratiques en matière de sécurité, surtout si vous faites beaucoup de réseaux sociaux. Euh, j'ai une question d'Isabelle toujours. En cas de violation de données, la CNIL prend tel juste acte ou vient-elle en aide à l'entreprise? La CNIL, il ne vient pas vraiment en aide à l'entreprise, c'est notre devoir. Si on a on a une violation ou une intrusion au niveau de notre système d'information ou au niveau de la société, il faut évaluer les risques, mais il faut faire attention qu'il faut informer et notifier l'information à la CNIL dans les 62 heures qui suivent la violation, mais aussi informer dans des cas les personnes concernées. Mais le risque, s'il y a une violation des données, le risque important, que la société elle n'est pas conforme au RGPD, et là, c'est catastrophique. Là, il va prendre toutes les sanctions qui existent, que ce soit l'administrative ou le juridique, voire même le pénal et le civil s'il y a préjudice à autrui. Vous imaginez, Isabelle, s'il y a une fuite au niveau, par exemple, même voir un assureur, on enregistre nos cartes bancaires, si on a une fuite de ces informations bancaires et on a une intrusion sur l'ensemble des comptes bancaires de 1 million de clients, par exemple, le montant il va se chiffrer à quelques millions d'euros et c'est à la société de rembourser. C'est de la responsabilité civile causée à autrui en lien avec cette violation. Mais la CNIL pourra, oui, je ne vois pas, parce que la CNIL aussi, il est toujours là pour conseiller, pour aider, mais si vous n'êtes pas conforme, là, il ne va pas vous aider. Donc, mais il n'y a pas réellement une aide, parce que ce qu'il vous demande la CNIL aujourd'hui, c'est le renversement de la charge de la preuve. Vous êtes pas, je vous demande de pas de me demander l'autorisation pour traiter des données personnelles, mais il faut prouver que vous êtes conforme. Donc, s'il y a une violation, il faut prouver à la CNIL que vous êtes conforme au RGPD et que vous avez mis en place toutes les mesures sécuritaires et organisationnelles en place. Je ne vois pas s'il y a encore des questions. S'il n'y a pas de questions, je pense que je vais arrêter la formation pour aussi rentrer voir ma famille parce que je suis toujours au bureau. Ce que je peux vous dire que je voulais aujourd'hui animer cette formation sur Facebook en live, c'était exprès parce que je voulais ouvrir le champ à tout le monde pour participer à cette formation. Toutefois, par la suite, je vais commencer à faire des petits tutos qui vont pas durer très longtemps. Donc, c'est des tutos de 10 à 15 minutes, mais vraiment pour expliquer les points que j'ai déjà traités dans cette formation, mais de manière plus approfondie et de manière plus claire et plus flexible aussi. 10 à 15 minutes, ça peut être euh, très intéressant. Donc, peut-être par exemple, je traiterai le principe de minimisation de données ou le principe euh, de durée de conservation, traiter par exemple le responsable de traitement, vous en parlez par exemple sur les dernières sanctions. Et n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations ou quelques questions. Le but que j'ai fixé de vraiment euh, d'essayer sur tout le reste de l'année, même voire 2021, euh, de faire un tuto au moins chaque semaine de 15 minutes pour parler du RGPD. Euh, je serai ouvert aussi à vos questions, mais bien sûr, dans la limite du possible, je peux vous répondre parce que j'ai aussi un cabinet que je suis en train
de gérer, mais j'ai aussi un projet d'ouvrir une filiale à Marrakech, mais je ferai le maximum pour avoir, pour vous répondre. Donc voilà. Khaoula, j'ai une question de Khaoula. Y aura-t-il une autre session? Khaoula, bonsoir. Une autre session comme celle-là, parce que celle-là, c'était vraiment une formation qui abordait vraiment tous les points essentiels que le RGPD aborde. Donc vraiment, je voulais mettre en place cette formation pour aussi apporter une prise connaissance générale du RGPD avec l'ensemble des obligations, droits, ainsi de suite. Donc, il y aura d'autres sessions, mais il y aura d'autres sessions, mais des petites sessions plutôt du tuto, mais de 15, 10 minutes, voire 20 minutes maximum pour répondre à vos questions. Mais si vous avez besoin de ma présentation, vous me verrez un mail et je vous envoie une copie de ma diaporama. D'autres questions? Bah, merci, merci beaucoup et à très bientôt et bonne soirée.